Bonjour à tous et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette grande édition de la télévision rwandaise. Au sommaire, le ministère de l'administration locale exhorte les dirigeants des instances de base dans la province de l'Est à approcher davantage la population pour répondre à ses préoccupations. Le chef d'état-major des forces armées du Bénin, en visite au Rwanda, se félicite des bonnes relations entre son pays et le Rwanda. Les acteurs du secteur de la prévention de l'environnement recommandent aux pays africains d'accroître le budget investi dans les activités de préservation de l'environnement. Et vers la fin de cette édition, comme chaque dimanche, nous aurons l'entretien de la semaine centrée sur l'intégration dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Bienvenue à cette édition avec à la présentation Jean Damascène Manishimri. Clôture ce dimanche d'une retraite des autorités de la province de l'Est. Pendant 2 jours, ces dirigeants ont échangé sur les principes de la bonne gouvernance qui privilégient le citoyen, l'excellente prestation des services et le respect de tous les engagements tenus envers la population. S'agissant du développement de ces dirigeants, ils ont évoqué les opportunités multiples de développement dont regorge la province de l'Est. Ils ont insisté sur les voies et moyens de rendre cette province le poumon économique du Rwanda, de garantir la sécurité alimentaire et de construire une économie de marché. Ces autorités n'ont pas manqué d'évoquer le renforcement de la sécurité et la résolution de tous les problèmes qui compromettent le bien-être social. L'Institut national des statistiques a saisi cette opportunité pour expliquer l'état d'avancement des préparatifs au 5e recensement de la population qui débute bientôt au Rwanda. Il a indiqué que jusqu'à présent, le matériel de recensement a déjà été envoyé dans tous les districts du pays et au total, 28 000 agents recenseurs sont déjà prêts pour cet exercice. Cette retraite qui se tenait au district de Bugesera à l'est du Rwanda a été officiellement close par le ministre de l'administration locale Jean-Marie Vianney Gatabazi. Il a exhorté les autorités de la province à approcher davantage la population et à l'écouter, à assainir la collaboration de tous les organes en vue d'accélérer le développement de la population. Ont participé à cette retraite les autorités de la province, les comités exécutifs des districts, les membres des conseils consultatifs de tous les districts de la province, les secrétaires exécutifs des districts et les chargés de la planification dans les districts. La suite de ce journal, le chef d'état-major des forces armées du Bénin, le général de brigade Fritueux Candide, en visite au Rwanda, se félicite des bonnes relations de coopération entre les deux pays qui permettent également l'élargissement du partenariat dans le domaine militaire. Gracien Hakolimana nous fait le point. Salut du général, présentez À son arrivée à l'état-major des forces rwandaises de défense, le chef d'état-major de l'armée béninoise a été reçu par son homologue du Rwanda, le général Jean Bosco Kazura. Les deux chefs d'état-major se sont entretenus et le général de brigade Gaduidi a fait savoir que la solide collaboration entre les forces rwandaises de défense et l'armée du Bénin fait partie des éléments essentiels de sa visite. Je suis venu au Rwanda, pays ami, pays frère, mandaté par le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, dont le frère, le grand frère et le président Kagame, deux présidents qui entretiennent d'excellentes relations. Je suis aussi venu voir mon grand frère, le général Kazura, pour échanger des questions sécuritaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin fait face à d'énormes challenges en ce moment. Je suis venu discuter de ces engagements avec le général Kazura, qui m'a donné beaucoup de conseils
qui m'a fait certaines recommandations par rapport à ce qui se passe chez moi au Bénin. Donc c'est dans ce cadre que je suis venu saluer mon grand frère, le général Kazoura. Nous bénéficions de formations de la part de l'armée rwandaise. Nous échangeons également sur les retours d'expérience parce que l'armée rwandaise est une armée qui a connu beaucoup de challenges et qui en est sortie très aguerrie au point où c'est une armée qui mérite d'être visitée pour bénéficier de l'expérience de cette armée. Le chef d'état-major de l'armée du Bénin, le général de brigade Fructueux Candide Aodenyon Badouidi, a visité le mémorial du génocide de Kigali à Gisozi, où il a rendu hommage à plus de 250 000 victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui y reposent. D'amples explications sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis lui ont été données et a indiqué que ce qui s'est passé au Rwanda ne doit plus se reproduire n'importe où sur la terre. Des frères se sont entretués. L'humanité entière doit retenir cette leçon et faire de telle sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Que la paix règne sur le Rwanda. Le chef d'état-major de l'armée du Bénin, le général de brigade Fructueux Candide Aodenyon Badouidi, a en outre visité le musée de la lutte pour l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis, situé au palais du Parlement à Kigali. C'est pour la deuxième fois que le général de brigade Badouidi visite le Rwanda. Sa première visite a été effectuée au mois de mars cette année. Les acteurs du secteur de la préservation de l'environnement recommandent aux pays africains à accroître le budget investi dans les activités de préservation de l'environnement, car 10% du produit intérieur brut des pays africains proviennent des activités en relation avec l'environnement. Indiqué samedi, alors que se clôturait à Kigali le congrès des aires protégées africains. Kassim Youssouf. C'est pour la première fois que le congrès sur la préservation des aires protégées s'est tenu sur le continent africain et particulièrement au Rwanda, où le Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, a procédé lundi de cette semaine à son ouverture officielle et l'ouverture du parc de Nyandungu. Lors de la clôture de ce congrès, la ministre rwandaise de l'Environnement, le docteur Mujawamariya Jeanne d'Arc, a souligné qu'abriter une telle rencontre internationale démontre l'importance que le monde accorde au progrès que le Rwanda continue à réaliser en matière de préservation de l'environnement. La tenue de ce congrès sur le sol rwandais est un succès, non seulement pour le Rwanda, mais pour l'Afrique en général. On a partagé avec nos frères et sœurs ce qu'on a pu faire au Rwanda et on a appris des autres ce qu'ils ont fait dans leur pays pour qu'on puisse vraiment protéger notre biodiversité, pour qu'on puisse avoir une synergie pour nos aires protégées. Et nous pensons vraiment que ce congrès nous a même apporté des amis de l'environnement, des amis de la conservation et de la biodiversité. C'est le moment d'agir. On va des discours et des discussions aux actions. Donc, c'est le moment vraiment d'agir pour la biodiversité. C'est le moment d'encore réfléchir que nous avons une Afrique. On n'a pas une deuxième Afrique. On n'a qu'une seule Afrique. On n'a qu'une seule planète qu'on doit protéger et pour que l'être humain puisse vivre en harmonie avec la biodiversité, avec la nature. Donc, c'est un congrès
qui nous a apporté beaucoup et qui a ouvert les yeux à nos frères et sœurs qu'on peut faire mieux que le Rwanda. Ce que le Rwanda a déjà fait, nos frères et sœurs peuvent faire mieux et on va suivre et on va copier les uns des autres parce que l'Afrique nous appartient. Ce congrès a rassemblé environ 2400 personnes en provenance de 80 pays et plus de 5000 y ont virtuellement participé. Et c'est au moment où la majeure partie de la biodiversité du monde et les aires protégées sont répertoriées sur le continent africain qui ne fournit pas assez d'argent dans les activités de préservation de l'environnement. Ce congrès est notamment revenu sur le programme de mise en place du Fonds d'appui aux activités de préservation de l'environnement et trouver d'autres moyens permettant d'avoir de l'argent pour soutenir ces activités qui interviennent dans la création d'emplois, surtout que le continent africain est confronté à la pauvreté. Cependant, le directeur général de la Fondation pour la faune africaine, Kadou Sebounia, affirme que l'Afrique, à elle seule, ne peut rien faire en ce qui concerne la préservation de l'environnement. We cannot do this alone. So partnership is very important. À nous seuls, nous ne pouvons rien faire car l'union fait la force. Nous avons essayé de parler de la collaboration et de comment trouver l'argent nécessaire pour la préservation de l'environnement en Afrique et pour la répartition des fonds disponibles selon les besoins de chaque pays. Chacun a entendu l'autre et les débats se poursuivent. Nous travaillons avec nos partenaires dans tous les domaines, des organisations non gouvernementales, les jeunes, les citoyens et les acteurs du secteur privé, puisque nous savons que la préservation de la biodiversité ne peut pas être effective sans la contribution de tout un chacun. Pour que les pays africains puissent réaliser du progrès dans le domaine de la préservation de l'environnement, ils sont impérativement invités à conjuguer les efforts et à élaborer des projets communs et bénéfiques pour la population pour qu'elle vive en symbiose avec la nature tout en la protégeant. Les experts dans le domaine de la gouvernance estiment que les relations entre la population et ses élus est un pilier fondamental du développement. Ils indiquent que la collaboration entre ces deux parties développe la bonne gouvernance et renforce la confiance mutuelle. Cela intervient au moment où le Rwanda se félicite du niveau satisfaisant d'échange entre la population et les parlementaires. Pour le Dr Fanuel Murenzi, l'absence de contact et de communication entre le peuple et ses représentants crée une faille dans la gouvernance. Il faut qu'il y ait un parlementaire. Si vous avez le temps, si vous avez cet intérêt, l'intérêt de la population, il faut qu'il y ait des visites informelles. Il faut qu'il y ait des visites informelles pour connaître mieux les préoccupations, les problèmes de la population et pour mieux représenter la population. Pour mieux représenter la population. Parce que, pourquoi je dis toujours qu'une décision qui n'est pas fondée sur les informations d'hier, sur les problèmes réels qui existent dans la population, c'est une décision fausse. Une loi votée, mais qui ne vient pas résoudre le problème réel qui existe dans la population, c'est une loi fausse. C'est une loi qui va créer des problèmes puisqu'il vient résoudre les problèmes. Alors, pour éviter ça, pour éviter qu'il y ait des décisions fausses, qu'il y ait des lois erronées, qu'il y ait des lois incomplètes, il faut que... des lois incompétentes et complètes qui n'est pas complètes, il faut que les parlementaires descendent pour connaître les problèmes de la population, les préoccupations de la population, les problèmes qui existent dans la population, pour que les décisions, les lois votées, vraiment viennent résoudre les problèmes réels, viennent résoudre les problèmes qui existent dans la population.
Et parlons santé à présent. Depuis une décennie que l'hôpital de Boutaro a commencé à traiter certains types de cancers, il a accueilli plus de 1300 enfants affectés par le cancer, notamment celui qui touche les reins. C'est ce que nous dit dans la suite Kassim Youssouf. Dans la salle où les enfants souffrant du cancer sont pris en charge, à l'hôpital de Boutaro, la plupart sont âgés de moins de 10 ans. Ouemoué Marie vient de passer 6 mois dans cet hôpital et son enfant d'environ 5 ans a été diagnostiqué en novembre dernier lorsqu'un gonflement du cou a été observé. On a observé un gonflement au niveau du cou qui avançait vers l'ésophage. Il ne sentait pas de douleur et n'avait pas de fièvre. Nous avons commencé à le faire soigner au service de l'ORL au CHUK à l'hôpital Roi Faisal et nous avions débuté par des cliniques privées et après on a constaté que c'est du cancer. Les parents dont les enfants sont pris en charge dans cet hôpital admettent qu'ils sont arrivés alors que la situation de leurs enfants était critique et qu'ils sont maintenant confiants qu'ils vont se rétablir compte tenu des soins dont ils bénéficient. À l'hôpital de Boutaro, les médicaments sont fournis gratuitement et sont seulement payés les autres services sur base de la mutuelle de santé. Les parents félicitent la contribution du gouvernement dans la prise en charge du cancer car ils ne pouvaient pas supporter à eux seuls tout le tarif. L'hôpital de Boutaro indique qu'il a commencé à prendre en charge certains types de cancers depuis 2012. Jusqu'en juin cette année, il a déjà accueilli environ 1330 enfants qui reçoivent un traitement contre le cancer. Environ 57% de ces enfants pris en charge avant 2018 ne présentent plus de symptômes. Le spécialiste dans le traitement de cancer chez les enfants, le docteur Oscar Sanzimana, indique qu'il s'agit d'une pathologie qui guérit lorsque le patient est pris en charge très tôt. Les types de cancers que nous traitons au Rwanda, s'ils sont diagnostiqués à temps, les chances de guérison se multiplient, mais plus il y a du retard dans le diagnostic, la guérison se complique. Que celui qui présente des symptômes se rende rapidement dans un hôpital public, car beaucoup de gens vont voir des guérisseurs traditionnels sous prétexte qu'ils ont été empoisonnés et tardent ainsi de se rendre à l'hôpital et finalement il leur est difficile de guérir. L'hôpital de Boutaro en district de Burera a jusqu'à présent la capacité de prendre en charge et de faire des tests de 9 différents types de cancers qui attaquent les enfants, dont 5 types de cancers du sang et 4 types de cancers qui attaquent les os, la chair et les nerfs. Le cancer rénal est le plus observé chez les enfants pris en charge dans cet hôpital qui prend également en charge des adultes souffrant du cancer. Et place maintenant à l'entretien de la semaine. Et comme chaque dimanche, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios le docteur Elvis Mbembe. Vous êtes professeur d'université, enseignant de droit à l'Université du Rwanda depuis 15 ans. Et vous êtes aussi à la tête de l'organisation IPIS. Oui, c'est ça. Bienvenue dans notre studio. Merci. Docteur Elvis, nous allons parler de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous avez notamment écrit sur l'intégration intra-régionale et les relations avec l'Union européenne. Oui. Alors, nous parlons de l'intégration au sein de cette communauté est-africaine, une communauté qui compte aujourd'hui 7 pays membres et le dernier État membre à rejoindre la communauté, c'est la République démocratique du Congo. Et il y a aussi la Somalie qui frappe à la porte. Est-ce que cet élargissement a des avantages à la communauté? Oui, déjà dans l'esprit de l'intégration, c'est d'avoir le plus de membres possible pour pouvoir soutenir la dynamique de développement. Et avec l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est, il y a un grand acquis par rapport d'abord à la superficie du pays
Et le nombre des habitants de la RDC, à peu près, nous parlons ici de 100 millions d'habitants, qui représentent potentiellement 100 millions de consommateurs. Mais un fait important qui a été même mentionné par les chefs d'État est qu'avec l'adhésion de la RDC, désormais, la communauté de l'Afrique de l'Est s'étend de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Mais en plus de cela, il y a d'autres avantages en termes du marché commun. J'ai déjà parlé du fait qu'il y a des avantages en termes de l'augmentation des consommateurs, mais au même moment aussi, avec le potentiel de la RDC dans la production, il va aussi y avoir une augmentation des producteurs et des distributeurs, ce qui va faire que ça va soutenir la concurrence et à la longue, ça va favoriser le bien-être des populations de la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors justement, parlant de cette intégration, comment se porte aujourd'hui cette intégration eu égard à ces 4 piliers qui sont à l'origine même de la fondation de l'organisation, l'union douanière, le marché commun, l'union monétaire et le fédéralisme. Où en est-on aujourd'hui? En fait, la façon dont la communauté est-africaine est conçue, c'est justement en étapes, les étapes que vous avez d'appeler des piliers. Depuis 2005, l'union douanière existe entre les États de la région. Et en 2010, le marché commun a été adopté et mis en place. Et les étapes qui restent actuellement, nous sommes au niveau des travaux qui sont en cours pour l'union monétaire et qui va voir la communauté être dotée d'une monnaie unique. À ce niveau-là, nous devons avouer que ça avance lentement, mais vous comprenez aussi que les questions relatives à la monnaie, c'est une question de souveraineté. Donc ça doit se faire avec toute l'attention nécessaire. Et à la fin, on s'attend à ce qu'on puisse avoir une fédération politique, c'est-à-dire que les États que nous connaissons aujourd'hui, les 7, ne vont pas disparaître, mais vont un peu faire un profil bas au profit d'une organisation qu'on appelle fédération politique qui aura peut-être un président et les autres, ça sera comme des États fédérés. Quand nous regardons cette étape, ça reste un peu lointaine, mais ça reste un peu lointain. Mais quand nous regardons le communiqué du récent sommet, les chefs d'État en ont encore parlé et ils ont demandé au Conseil de pouvoir poursuivre les travaux dans ce sens. Alors, je voudrais beaucoup plus revenir sur la question du marché commun, parce que c'est pour moi le pilier le plus important qui pourrait faire en sorte que toute l'intégration puisse marcher. Avec la libre circulation des marchandises, qui est un des points fondamentaux, comme je l'ai dit avec l'union douanière, c'est déjà en place, c'est-à-dire que les marchandises ou les biens, les produits qui sont fabriqués au Rwanda peuvent être exportés dans tous les autres pays de la région sans payer les tarifs douaniers. Et quand vous regardez la libre circulation des personnes, qui est déjà aussi une très bonne chose, dans le sens que les habitants, les ressortissants des East African Community ou de la communauté de l'Afrique de l'Est peuvent voyager d'un pays à un autre sans payer les frais de visa, même si nous devons encore constater qu'on est toujours obligé de pouvoir avoir un tampon, un cachet dans son passeport, mais l'idée en soi d'intégration régionale de la libre circulation des personnes voudrait qu'à la fin, nous puissions traverser du Rwanda vers le Burundi comme si on allait de Kigali à Gitarama, voilà, sans vraiment se rendre compte qu'il y a une frontière. Et la libre circulation des services aussi est en cours, même si là aussi nous avons vu qu'en 2016, normalement, tout le programme de la libéralisation des services devait déjà être clôturé. Mais on se rend compte qu'il y a quand même certains pays et certains domaines où on traîne les pieds. Mais quand on regarde globalement les libertés fondamentales du marché commun, ça marche très bien et ça demande encore un peu plus d'efforts. Et la dernière liberté, c'est la libre circulation des capitaux. Et à ce point-là, nous devons avouer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et comme cette liberté a un lien direct avec l'union monétaire, je pense que les experts sont en train de travailler là-dessus. Oui. Et justement, docteur, vous venez de faire allusion au récent sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté.
Alors, parmi les pays les points qui ont occupé le sommet, il y a la République démocratique du Congo et la crise sécuritaire, surtout à l'Est. Le sommet a désigné le président sortant Kenya, Uhuru Kenyatta, comme médiateur dans la mise en pratique des accords de Nairobi. Est-ce qu'on peut espérer que cette fois-ci, il peut y avoir des avancées significatives? Bon, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup à espérer. C'est l'espoir qui reste. Parce que quand on regarde la situation à l'est de la RDC, c'est un peu comme le serpent d'Hydre de la mythologie, où quand on coupe une tête, il y a deux autres têtes qui naissent. Et avec la pullulation de groupes armés à l'est de la RDC. Mais je pense que la dernière réunion ou le dernier sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est est allé un peu plus loin par rapport à toutes les autres initiatives que nous avons vues jusque-là. Le fait d'abord de nommer un facilitateur pour, je ne peux pas appeler ça les dialogues, mais les facilitateurs dans la crise qui sévit à l'est de la RDC, c'est déjà quelque chose qui n'a pas existé. Mais en nommant les facilitateurs, au même moment aussi, les chefs d'État ont décidé qu'on puisse mettre en place un fonds qui est en fait quelque chose de très important parce que si vous n'avez pas de fonds, ça peut juste être des déclarations d'intention. Alors, quand je regarde le mécanisme et la façon dont les chefs d'État se sont penchés sur cette question, nous avons des raisons de croire, on peut espérer que cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. Oui. Et pour terminer, docteur, la présidence tournante est du côté du Burundi pour le moment. Est-ce qu'avec cette présidence du président Ndayishimiye, on peut espérer qu'il sera à même d'apporter une pierre angulaire à cette problématique de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? Bon, je pense que quand on regarde la dynamique dans la région, le président Ndayishimiye a le potentiel de pouvoir faire quelque chose. Il a de très bonnes relations avec le président de la République démocratique du Congo. Les relations entre le Rwanda et le Burundi sont en train de s'échauffer depuis un certain temps. Et quand on regarde le map de la région en général, on se rend compte qu'il y a une bonne tendance qui est en train de se mettre en place. Et le Burundi étant un pays francophone qui a intégré aussi parmi ce n'est pas les derniers, mais avec le Rwanda, la communauté de l'Afrique de l'Est, je pense qu'il va y avoir une bonne conjonction de choses et de circonstances pour que le président Ndayishimiye puisse mener à bien cette tâche, pas seulement pour ce qui se passe à l'est de la RDC, mais aussi même dans la conduite des affaires des East African Community ou de la communauté de l'Afrique de l'Est. Parce que quand vous regardez le Burundi, son intégration a été lente, mais je pense que comme le président Ndayishimiye vient de prendre les rênes de la communauté, certainement qu'il va donner un coup de fouet pour l'intégration du Burundi. Et au même moment aussi, je pense que ça va aussi faciliter les autres pays, surtout la RDC, à pouvoir aussi mettre leur marque. Merci, Dr Elvis Membe. Je rappelle que vous êtes enseignant de droit à l'Université du Rwanda et vous avez longtemps traité des problèmes d'intégration et de relations entre l'Union européenne et la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous êtes aussi à la tête de l'organisation IPIS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par ici que nous allons clôturer cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision rwandaise. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.